Une des caractéristiques des entrepreneurs, c'est qu'il faut y croire et y croire. En 4 ans de travail vraiment acharné, on a fait 33 millions de visiteurs uniques dans 9 pays et qu'on a vendu à 480 millions d'euros à Yahoo. L'objectif pour lequel je me suis battu et qui m'a motivé, il sert à rien le jour de ma mort, quoi. Le problème, c'est que c'est pas un message qu'on entend, ni dans nos études, ni dans l'évolution professionnelle. Il y a un travail à faire, sinon on peut réussir son business et rater sa vie. Je suis avec Jean-Marc Potvin, ancien business angel, CTO de Quelcoo, l'une des success stories de l'e-commerce en Europe. Quelcoo est racheté 480 millions d'euros par Yahoo. Jean-Marc devient ensuite le vice-président de Yahoo Europe. Seulement, il ne s'attend pas à vivre une expérience qui va bouleverser sa vie. Je te laisse découvrir par toi-même. Aussi, j'ai été touché par son implication pour les personnes en grande précarité. En tout cas, cet échange va te donner un regard différent sur l'entrepreneuriat. Salut Jean-Marc, comment on passe de la tech comme ça à haut niveau à créer un réseau social qui aide les sans-abri? Ouais, c'est une longue histoire. Moi, je suis plutôt un innovateur, donc un ingénieur. Je me suis retrouvé, c'est vrai, CTO de Quelcoo au début des années 2000, vraiment au démarrage du web. Donc c'était un comparateur de prix. À l'époque, les gens disaient mais ça marchera jamais. Et en fait, en 4 ans de travail vraiment acharné, on a fait un truc qui faisait 33 millions de visiteurs uniques. Ce qui est énorme. Ouais, ce qui est énorme, dans 9 pays et qu'on a vendu à 480 millions d'euros à Yahoo pour devenir vice-président de Yahoo en Europe. Donc ça a été un des gros succès du début des années 2000. Ça en 4 ans? Ouais, en 4 ans, moi j'étais le CTO, donc le patron technique quelque part de ce moteur de recherche qui était Quelcoo. Et juste pour aider les personnes, les sources de revenus de Quelcoo, c'était comment en fait? En fait, on vendait du clic aux commerçants. Donc on aspirait les fichiers, les catalogues produits des commerçants, on comparait les prix, on avait une forte audience et on vendait cette audience très qualifiée aux commerçants. Donc avec un business model au clic, qui était aussi une innovation à l'époque qu'on a beaucoup fait après, mais on était un des premiers modèles à vendre au clic. Et toi, à ce moment-là, quand tu dis que les autres avaient du mal à y croire, toi tu y as cru depuis le début, tu t'es dit on va y arriver, ça va marcher? Mais disons que l'e-commerce a démarré à peine. La plupart des gens nous disaient moi avant d'acheter un produit j'ai besoin de le voir. Donc beaucoup de gens croyaient même pas en l'e-commerce. Et énormément de personnes nous disaient mais jamais les commerçants ne vont pas tomber dans le panneau d'aller autoriser un système à comparer les prix, quoi. Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis ils ont raison? Qu'est-ce que tu te dis? Tu dis que ça va marcher? Disons que déjà on avait regardé un petit peu ce qui se faisait à l'extérieur et notamment aux États-Unis. C'était un business model qui avait déjà démarré aux États-Unis. Donc on voyait qu'il y avait un vrai service à offrir à l'utilisateur. Et à partir du moment où il y a un vrai service à offrir à l'utilisateur, on sait que ça va fonctionner. Ouais. Si ça rend service, les gens vont l'utiliser. Donc voilà, je ne suis pas à l'origine de Quelcoo. Moi, j'ai rejoint le projet un peu après son démarrage, dans l'équipe vraiment qui a ensuite développé et créé cette start-up. J'aime bien ce que tu viens de dire, je voudrais juste revenir dessus, parce que je trouve ça super intéressant. Si en gros, ça sert les gens, c'est finalement le plus important que est-ce que les commerçants ils vont être contents ou pas. En fait, finalement, la priorité, c'est le client final à la fin, est-ce qu'on lui apporte de la valeur, est-ce qu'on fait une différence pour lui? Oui, c'est comme partout. C'est-à-dire si on amène un vrai service et qui est donc utile aux gens, forcément ils vont venir l'utiliser. Et de la même manière, pour les e-commerçants d'une certaine manière, eux ont besoin de trouver des clients. Donc si on a du monde et de l'audience sur le site, derrière cette audience, elle va être utile à ces commerçants. Donc ça rend service à tout le monde en fait. Et donc là, à ce moment-là, quand tu dis que tu travailles beaucoup, c'est quoi, juste pour se donner une idée? C'est beaucoup, c'est pathologique. C'est-à-dire qu'on travaillait quasiment jour et nuit. Ouais. Il m'est arrivé d'avoir des réunions qu'on prenait à minuit ou à 2h du matin par téléphone pour pouvoir se parler, ou 7 jours sur 7. C'est ce qu'on appelle les années chiens. C'est-à-dire que quand dans l'industrie standard, on travaille 7 ans, nous on travaillait en 1 an, on faisait ce que les autres faisaient en 7 ans, quoi. On allait hyper plus vite que les entreprises traditionnelles. Lié au monde de la tech et de la start-up ou lié à vous en fait? C'est lié au monde de la tech et de la start-up parce qu'en fait on se permettait, en changeant les règles du jeu, en arrivant par le web à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, à très vite s'étaler dans plein de pays, à offrir un service complètement dématérialisé et donc pas tellement de limites dans la capacité à déployer et à exécuter. Et tu penses qu'avec du recul, ça aurait été possible de réussir Quelcoo en travaillant moins ou pas? C'est une bonne question parce que ça faisait partie de la stratégie à l'époque. C'est-à-dire qu'on savait que les Américains avaient des services équivalents, qu'ils allaient donc arriver en France et en Europe. Et donc on s'est dit on a une fenêtre de tir d'1 an à 1 an et demi.
pour prendre position en Europe avant qu'ils arrivent, ce qu'on a fait. Et donc, on avait un vrai challenge d'aller vite. Et à partir de ce moment-là, comme on avait des moyens quasi illimités, parce qu'on avait levé beaucoup d'argent, on se met à travailler énormément, quoi. Beaucoup, c'est quoi? Juste pour que l'audience puisse... Beaucoup d'argent, c'est probablement un total de 60 millions d'euros qui avait été investi. Pas directement sur quel coup, mais en fait, on a fusionné avec beaucoup de startups européennes en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Scandinavie. Et chacune de ces startups avait elle-même levé de l'argent. Donc quand on cumule ce qui a été injecté dans ces 5 ou 6 sociétés qu'on a fusionnées assez rapidement en un an, on doit arriver à un montant d'environ 60 millions d'euros. Et toi, à ce moment-là, en termes d'épanouissement, tu te sens comment dans cette période-là? C'était assez excitant. On avait l'impression de jouer un peu une finale d'un match de Coupe du Monde, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire un truc nouveau qui va fonctionner. Il y a une grande visibilité, c'est-à-dire que la presse un peu spécialisée parlait pas mal de nous. Il y a un livre qui est sorti à l'époque sur la réussite de Quelcou, etc. Donc une sorte d'excitation de faire un truc nouveau, d'avoir les moyens, de réussir, d'être entouré par des gens brillants. Il y avait vraiment dans l'équipe de Quelcou des gens brillantissimes. Donc il y a une sorte de... On est un peu exalté, quoi. Il y a une folie collective qui se crée et où on est dans le jeu, quoi. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé pour toi? C'est pas le seul événement, mais ça m'intéresse que tu le racontes en tout cas. Ça a marqué quand je l'ai lu. Ce qui s'est passé pour toi donc en 2005. Ça fait un certain temps déjà maintenant, j'en ai conscience, mais moi ça m'intéresse d'avoir cette anecdote de ta vie, enfin ce passage de ta vie. Bon, en fait, on venait de vendre Quelcou à Yahoo pour une somme d'argent colossale, donc on avait chacun gagné un peu d'argent au passage, quoi, beaucoup même. Moi j'étais devenu VP de Yahoo Europe en charge de l'engineering de Yahoo, ce qui est juste un job passionnant pour quelqu'un qui est ingénieur et qui aime l'innovation. Et pour fêter ça, avec l'équipe de Quelcou, on monte au Kilimandjaro, qui est donc un sommet qui fait un peu moins de 6000 mètres en Afrique, entre la Tanzanie et le Kenya. Et donc avec l'équipe des fondateurs quelque part, voilà, c'était un pari, on était un peu plus que 7 parce qu'il y avait des gens qui s'étaient joints. C'est les premières équipes, on va dire. On était une dizaine. Donc l'ascension dure plusieurs jours. On prend la Whiskey Road, qui est une des routes un peu longues pour monter au Kili. Et une des nuits où on dort à 4000 mètres, je fais un œdème pulmonaire d'altitude. Ce qui est normalement hyper grave, c'est létal. C'est-à-dire que avec l'altitude, au lieu d'avoir l'air des poumons qui rentre dans le sang, en fait c'est l'inverse qui se passe et j'ai les poumons qui se remplissent d'eau. Et essentiellement, si on ne descend pas tout de suite pour retrouver une pression atmosphérique normale, on meurt noyé avec un arrêt cardiaque en haute montagne, ce qui est une mort ridicule. Et donc, c'était la nuit, il faisait moins 15 degrés, on était dans des petites tentes 2 par 2. Mon voisin, qui était à l'époque le patron de Quelcou en Hollande, je le réveille, je lui dis « je suis en train de faire un œdème pulmonaire ». Tu comprends ce qui se passe? Ouais, je comprends, parce qu'on avait été formés par les guides au départ. Et les guides nous avaient dit « attention, ça c'est grave, parce qu'en général, vous vous en rendez pas compte ». Et vous voulez monter, et nous les guides on est formés, et on vous empêche de monter, on vous dit vous faites un œdème, il faut descendre. Et en fait, quelque part, il faut écouter le guide et faire ce qu'il nous demande. Donc je pouvais pas m'allonger, dès que je m'allongeais, je toussais, je pouvais plus respirer, donc j'étais obligé de rester assis dans cette tente. Et tu vis quoi comme sensation? C'est comment en fait? En fait, à 4000 mètres d'altitude, on a tous un peu du mal à respirer. T'as du mal à trouver de l'air, quoi. Voilà, donc il y a moins d'air disponible déjà à l'extérieur, et en plus, moi j'ai une partie des poumons qui est pleine d'eau, donc j'ai du mal à respirer. Et si je m'allonge, cette eau elle remonte, elle m'étouffe en fait, donc je suis obligé de rester vertical, de rester dans la position assise, ce qui dans une tente par moins 15 degrés la nuit est assez inconfortable. Du coup je ne pouvais pas dormir. Je pense que c'est gentil comme mot, c'est inconfortable. Et du coup Ono va réveiller le guide dit mais moi je peux rien faire, il n'y a pas de chemin pour descendre ici, il faut marcher 3 heures en arrière dans la nuit, donc on se revoit peut-être demain, quoi. Et du coup, je me retrouve à méditer toute une nuit blanche sur ma mort, en disant, tiens, je vais mourir maintenant, je peux pas appeler ma femme, mes enfants pour leur dire que je les aime, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? On vient d'avoir cette réussite, gagner de l'argent, quelque part, on est arrivé là où on voulait arriver, et je suis en train de me dire, mais c'est trop con, je vais mourir là. Et ce que tu ressens, c'est quoi à ce moment-là? C'est quelle émotion que tu ressens à ce moment-là? Un immense gâchis. Le sentiment de la frustration. C'est même pas la frustration, c'est de dire, en fait, tout ça est inutile. Donc, en gros, l'objectif pour lequel je me suis battu et qui m'a motivé, il sert à rien le jour de ma mort, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, en fait, c'est un exercice super salutaire de réfléchir sur sa mort. En fait, on devrait tous le faire 15 minutes par jour, de dire, ok, je vais mourir ce soir, comment j'oriente ma journée? D'accord, ça met en perspective les choses. Voilà. Donc, tu passes la nuit à méditer. Ouais. Et quelle prise de conscience t'as pendant la nuit? J'ai vraiment cette prise de conscience-là de dire je vais mourir maintenant et ça n'a pas de sens, c'est inutile. Donc je dois faire autre chose? Le sentiment de ma vie non accompli. Pourtant, je suis marié, j'ai des enfants, ça allait plutôt bien, mon business était un vrai succès, je vais gagner de l'argent. Et donc un vrai questionnement sur mais
ça veut dire quoi du coup une vie pleine? Moi j'aimerais bien le jour de ma mort pouvoir dire bah tiens je suis content de mourir, je suis en paix et j'ai vraiment été en plénitude de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'ai réalisé ou de qui je suis. Donc ça pose des questions aussi sur l'être, c'est-à-dire qu'on est très souvent plongé dans l'avoir, la course à l'argent, on est très souvent plongé dans le paraître, l'ego, le qu'est-ce qu'on va dire de moi, on va très souvent être plongé dans l'activisme, dans le faire, et en fait on oublie l'être, le verbe être, c'est-à-dire qui on est. Et cette méditation-là, elle m'a fait prendre conscience de ça, vraiment très radicalement, de dire il y a un truc qu'il faut que je règle dans ma vie, quoi. Et donc du coup, le lendemain, vous avez réussi à redescendre. Comment ça s'est soldé ce moment-là? En fait, c'est pire que ça, c'est-à-dire que le lendemain, je vais voir le guide, donc j'étais toujours vivant. Moi, dans ma tête, je me dis, ça doit pas être un œdème pulmonaire, j'ai dû psychoter pendant la nuit, donc j'ai rien. Et là, le guide me dit, tu veux continuer? Je dis, bah oui. Donc je suis monté à 6000 avec les autres, sauf que j'avais vraiment un œdème, j'avais vraiment de l'eau dans les poumons. Donc le retour après, ça a été retour hôpital, quoi. Parce que là, pour le coup, l'œdème, j'ai beaucoup de chance, en fait, je suis plutôt un miraculé. D'accord. C'est-à-dire que monter de 4000 à 6000, parce que c'est la nuit suivante, on a fait la montée, avec de l'eau dans les poumons, normalement le cœur lâche, quoi. Donc voilà, une bonne nouvelle, c'est que j'ai un cœur solide et que je suis un peu miraculé. Mais ça m'a valu 3 semaines d'hôpital en retour. Et après ces 3 semaines d'hôpital, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent avoir eu des prises de conscience dans leur vie, mais ils les ont un jour, et puis reprennent leur quotidien, et puis on oublie la prise de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, moi ça a déclenché une crise de milieu de vie, donc un vrai questionnement, j'avais 40 ans ou quelque chose comme ça. Et du coup, 6 mois après, je démissionnais. Donc je partais de ce job en disant je veux comprendre le sens de ma vie. Je veux comprendre comment je vais orienter mon action, qu'est-ce que je vais faire de mes journées. Et t'as peur quand tu démissionnes ou pas? Non, j'ai pas peur parce que... non. En plus, je me suis dit, je vais prendre un peu de bon temps, j'ai gagné de l'argent, pourquoi est-ce que je continue à courir? Et en fait, ça a pas suffi de démissionner. Moi, je pensais qu'en calmant un peu l'activisme, j'allais me retrouver en paix. Ça n'a rien changé, vraiment. Je me suis remis dans une vie Club Med, où je me suis mis à investir dans des startups, donc aller à des conseils d'administration de startups, à faire de l'escalade, de la voile, des voyages. Donc beaucoup de faire, en fait. Je me suis retombé dans l'activisme, exactement. Et 2 ans après, je me suis dit, mais j'ai toujours rien changé, en fait. Ok, je travaille plus, mais j'ai pas réglé mon problème. Et là, je suis parti tout seul à pied de chez moi avec un sac à dos pour faire 1800 km, en disant, je veux vraiment comprendre et me poser. Et ma vie a vraiment basculé là, dans ce chemin, où je suis parti de chez moi à Grenoble pour aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'était en 2008, et je me suis converti sur le chemin. Donc là, j'ai eu un vrai tournant dans ma vie, c'est à ce moment-là. Dont l'histoire a sans doute démarré au moment de cette méditation sur la mort, quoi. Et du coup, de tout ça, donc 2005 puis 2008 qui était encore plus fort, qu'est-ce que ça a changé en toi? Ça a tout changé. C'est-à-dire que c'est un peu... je sais pas si tu connais ce livre De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui est l'auteur d'Alice au pays des merveilles. Donc c'est un logicien, et il regarde dans le miroir, il se dit mais c'est quoi la vie derrière le miroir? Parce que la droite est à gauche, donc tout est inversé. Et il invente un monde dans lequel la logique est inversée, d'accord? Moi, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai compris que ma force était ma faiblesse, que ma faiblesse était ma force. J'ai compris que, quelque part, ce qu'on gagne, c'est ce qu'on donne, que la richesse est plutôt un problème, que la quête de la réussite, en réalité, ça me pousse à l'échec. Enfin, donc une sorte d'inversion de la logique des règles du monde. Voilà, c'est une inversion très forte, très radicale. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est une libération d'avoir cette inversion ou est-ce que c'est une libération pour toi? Ouais, carrément. Et comment t'en viens de cette prise de conscience, ce changement de monde, de règles du jeu à créer Entourage? Est-ce que ça a été genre, je sais que c'est ça? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que donc, cet événement qui arrive, donc, qui bouleverse ma compréhension du monde, je mets 4 ans à le digérer, j'écris un livre qui a été édité en 2012, Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, donc qui raconte cette conversion-là. Et qui me remet au travail. Là, je reprends un poste de COO dans une start-up ici à Paris sur un réseau social professionnel et où je viens diriger des équipes de ce réseau social. Tech, toujours? Ouais, tech, produit aussi, data analyse, enfin toutes ces choses un peu. Ouais. Et quand tu fais ça te plaît ou comment tu... Oui, ça me plaît. J'y retourne pour essentiellement en me disant finalement, moi, ce que je sais faire, c'est être ingénieur. J'aime bien diriger des équipes, j'aime bien innover. Et donc, je suis à ma place. Donc ça, c'est marrant parce que c'est vraiment un retour au job que j'avais précédemment, mais moins pathologique. Ouais. Sauf qu'en allant travailler tous les matins, je rencontre des personnes qui vivent sur le trottoir, qui sont des sans-abri. Donc le matin, le soir, en allant travailler, je fais des rencontres avec ces personnes. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont touché et qui m'ont fait créer Entourage. C'est-à-dire que... En leur parlant? Ouais. C'est vraiment des rencontres avec des hommes et des femmes
qui m'ont beaucoup touché, qui vivent sur le trottoir. On les croise tous les jours dans Paris quand vous allez travailler. Vous marchez 10 minutes, vous allez tomber sur 5 ou 6 personnes qui vivent là sur des grilles qui chauffent, sur des valises, ou alors qui vont faire la manche une partie de la journée. Et un jour, je me suis arrêté, on a commencé à discuter, et je les ai écoutés. Et elles m'ont dit des choses extrêmement fortes, quoi. Elles m'ont dit, moi je vois passer 3000 personnes tous les jours, il y en a 2 qui me disent bonjour. Ou elles m'ont dit, la solitude ça tue. Quand tu dis elles m'ont dit, c'est dans le sens de femmes ou les personnes? Les deux, des femmes et des hommes. Une femme m'a dit, par exemple, j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le bord du trottoir. On est invisible pour les gens, on ne nous voit pas, on nous considère mal. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait une énorme souffrance de ces personnes qui sont rejetées, qui sont exclues en fait, du jeu économique, du jeu social, etc., qui sont rejetées sur nos trottoirs, qu'il y a une énorme souffrance qui est je ne fais plus partie de la relation humaine avec les autres, quoi. Donc je ne fais plus partie du collectif, du jeu, j'ai plus de vie sociale, de gens seuls. Et on a en tête qu'une personne sans abri, elle a besoin d'un toit, d'une couverture, de 2 €, d'un sandwich, et elle a besoin de tout ça certainement. Mais elle a aussi besoin d'exister, d'avoir un prénom, d'être un être humain, d'être en relation, d'avoir des amis. Et quelque part, si avoir un toit, c'est important, avoir des amis, c'est aussi important. Ouais, voilà. Au moins autant. Voilà. On n'est pas juste des animaux et on aurait juste besoin, quelque part, de remplir des besoins physiologiques de la pyramide de Maslow, là, de sécurisation, de manger, etc. On a aussi besoin d'accomplissement, aussi besoin d'exister dans le regard de l'autre, etc. Il y a une expérience, alors je ne sais pas à quel point elle est vérifiée, je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier les sources, mais que les Russes avaient fait, qui est malheureuse, mais qui démontre ça, c'est des nourrissons qu'ils ont fait naître et où ils ont expérimenté de juste leur donner leurs besoins physiologiques, sans les regarder, sans les toucher, et dont, je ne sais plus, la moitié décède. Voilà. L'être humain a besoin d'amour. Donc a besoin de relation, a besoin du regard de l'autre, a besoin d'amitié. Et si on n'a pas ça, on se dessèche. Donc si on n'adresse que la problématique logement, nourriture, santé, vêtements, on oublie que c'est pas une machine, c'est pas un robot la personne. Elle a aussi besoin d'exister, d'avoir une histoire, elle a des talents, elle a des choses drôles à raconter, elle a des opinions politiques. Et comment je prends en compte le fait que cette personne existe et existe dans sa relation avec l'autre. L'homme est aussi un animal social, d'accord ? Et du coup, l'idée d'entourage, c'est vraiment ça, c'est de dire ce problème-là de l'isolement relationnel des personnes de la rue, on peut le régler si on s'y met tous. C'est-à-dire que si toi et moi et tous les gens ici et vous qui nous écoutez, et si tout le monde change son comportement vis-à-vis des personnes sans abri, on règle ce problème de la solitude. On les sort pas forcément de la rue, mais on les fait s'épanouir d'une certaine manière. On va au moins les réinclure dans un regard humain collectif. Et le but d'Entourage, qui est donc une association, hein, c'est d'accompagner ce mouvement-là de citoyens en disant chacun a un rôle et une responsabilité et chacun est un élément de cette solution. Si on s'y met tous, on va vraiment permettre à ces personnes de se sentir inclus, aimés, réconciliés avec le monde. Alors justement, comment tu comment tu as utilisé la technologie pour Entourage? C'est intéressant, t'expliques. C'est pas une association classique, tu as utilisé tes compétences et ton savoir-faire. Comment tu l'as mis à disposition? L'idée, c'est vraiment de créer un réseau social sur smartphone de voisins, avec ou sans abri, pour créer du lien. Donc en fait, ce réseau, il va rassurer le voisin qui peut peut-être avoir un peu peur de rentrer en relation avec une personne sans abri. Donc là, par exemple, je prends mon téléphone, je peux télécharger une application. Ouais. Et donc, décris ce que je vais vivre moi qui ne suis pas sans abri, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc tu vas rejoindre une communauté de voisins, tu vas voir des actions autour de toi qui sont proposées par des voisins avec ou sans abri, on a des utilisateurs sans abri qui l'utilisent, tu vas pouvoir rejoindre ces actions. Par exemple, tu vas voir, je ne sais pas moi, il y a une dame qui élève seule sa fille qui est dans une situation d'hébergement d'urgence dans un hôtel social et qui demande de l'aide pour faire l'anniversaire de sa fille parce qu'elle ne sait pas comment on fait, sa fille a 1 an. Bon, tu dis, moi, attends, je vais pouvoir aller l'aider. Donc, on va se mettre à plusieurs et on va aller faire un bel anniversaire pour cette fille. Tu vas voir des gens qui vont dire, est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire un CV? Quelqu'un qui va dire, est-ce que quelqu'un peut m'apprendre à parler le français? Voilà, la personne sans abri à qui je parle, elle est hongroise. Elle ne parle pas un mot de français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle le hongrois et pourrait l'aider? Donc, tu vas pouvoir rejoindre ce type d'action où tu vas aussi pouvoir toi-même, si tu es en relation avec des personnes sans abri, créer des demandes. Voilà, est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va faire l'anniversaire de Robert demain. Je me vois pas trop l'emmener tout seul au cinéma ou dans une pizzeria, mais si on est 2 ou 3, on peut faire vraiment un truc sympa. Donc qui vient m'aider? Donc on va regrouper des gens, c'est un peu comme Tinder, mais pour la solidarité, quoi. Donc on va faire en sorte que des gens à proximité
se regroupent et font des actions ensemble. Trop cool. Et quand on rentre dans Entourage, nous, on va aussi, quelque part, faire un peu de pédagogie et de sensibilisation. Donc, on a des petites vidéos. Je veux dire, pour les sans-abri ou pour les non-sans-abri? Plutôt pour les non-sans-abri, donc pour les avec-abri, je ne sais pas comment on dit, pour quelque part casser les préjugés, changer le regard, comprendre la situation. Si je comprends pourquoi cette personne est potentiellement là, je vais la regarder différemment. Oui, parce que j'imagine qu'un des gros freins finalement à une personne qui a un abri, d'aller discuter avec un sans-abri, c'est la peur finalement, de l'inconnu. C'est le regard que je porte sur la personne. C'est-à-dire que si j'ai en tête que j'ai en face de moi un SDF qui a besoin d'aide, je vais me planter. Si j'ai en tête que j'ai en face de moi un homme ou une femme qui serait intéressant de rencontrer, j'ai toutes les chances d'aboutir. Parce que si je viens infliger de l'aide à une personne sans lui avoir demandé son avis, c'est humiliant. Donc il y a une attitude à avoir très simple qui consiste à vraiment comprendre qu'on a en face de soi une personne, comme n'importe quelle autre personne, et que la rencontre a de la valeur, et que moi je vais sortir grandi de cette rencontre, et qu'elle va sortir grandi de cette rencontre. Et dans cet angle-là, on peut créer du lien, et ça fonctionne. Ça m'intéresse d'avoir ton retour. Est-ce que tu vois des raisons qui reviennent de pourquoi une personne est sans-abri, comme des patterns, je ne sais pas comment on dit exactement, Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a autant d'histoires que de personnes à la rue, donc on ne peut pas dire qu'il y a un schéma type. Par contre, il y a des constantes. La première constante, c'est que c'est quasiment toujours multifactoriel. Donc il n'y a pas une cause, mais il faut et perdre son emploi, et avoir un problème d'addiction, et avoir un problème de schizophrénie, et avoir et un divorce, et ceci. Donc c'est des causes cumulées qui font qu'au bout d'un moment, on se retrouve sans aucun filet de secours. Et il y a une deuxième constante qui est relationnelle, qui est quasiment toujours une rupture de réseau, de relations fortes, anciennes, violentes, souvent familiales. Par exemple, entre un tiers et un quart des jeunes SDF sont issus de la DAS, de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a une rupture du réseau familial dès l'enfance. C'est souvent des enfants placés ou des enfants qui ont été maltraités dans des familles ou maltraités dans les centres. Le plus gros bataillon des jeunes SDF, par exemple, sont des jeunes qui, à 18 ans, sortent de l'aide sociale à l'enfance et se retrouvent sans rien. Donc il y a toujours une rupture de la relation. Et cette rupture de la relation, si elle est faite dans la famille ou dans le réseau proche, elle crée une méfiance en l'autre. C'est-à-dire que quelque part, l'autre peut me trahir, peut être violent, peut m'abandonner. Et du coup, c'est pour ça qu'on pense qu'en restaurant de la relation gratuite avec les voisins, on contribue à restaurer la personne. Parce que quelque part, il y a un truc plus profond qui se crée. Donc on pense que l'absence de réseau est très souvent une des causes d'arriver à la rue, et que du coup, en reconstituant un réseau de relations, on va vraiment contribuer à remotiver cette personne pour qu'elle trouve des solutions, quoi. Et tu as vu des personnes qui, suite à la démarche d'Entourage, ont trouvé des solutions pour arriver à ne plus être sans-abri? Une des caractéristiques d'Entourage, c'est qu'on fabrique Entourage quelque part avec des SDF. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vécu à la rue, donc je ne peux pas penser la solution sans eux. Donc dans la gouvernance de l'association Entourage, il y a le comité de la rue qui est formé de personnes qui sont SDF ou qui ont été très longtemps SDF. Et donc ces gens-là travaillent avec nous, on conçoit l'application avec eux, on conçoit notre communication, on fait ça vraiment avec eux. Et on a vraiment vu une transformation de ces gens-là, qui, par le simple fait d'être utiles et d'être bénévoles dans l'asso Entourage, sont quasiment tous sortis de rue, quoi. C'est-à-dire que tous, à un moment donné, on dit « moi j'aimerais bien trouver-moi une solution ». Parce que, donc la force du réseau, elle existe. On a encore trop peu de recul, il n'y a que 2 ans qu'on a commencé à mettre l'application mobile disponible. Donc on a 60 000 personnes aujourd'hui, c'est bien, mais on manque encore de recul pour vraiment mesurer de façon statistique notre impact. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tu observes, on pourrait, entre guillemets, c'est une hypothèse, hein, observer que le fait d'aller contribuer auprès d'autres personnes, ça donne un sens qui est tellement fort que du coup la personne, elle veut sortir de sa situation. En fait. Bien sûr, parce que dans la dignité de toute personne, il y a cette volonté de contribuer. J'ai envie d'être utile, quelque part, j'ai envie de pouvoir aider les autres. D'accord ? Donc, si je suis toujours placé dans la situation de celui qui reçoit de l'aide ou de celui qui n'est pas utile parce qu'on ne me demande rien et je ne produis rien pour la société, je perds ma dignité, quoi, parce que en tant qu'homme ou femme, j'ai envie d'être contributeur. Et donc du coup, là, aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a des sans-abri qui, eux, ont un compte sur le réseau social et peuvent contribuer à d'autres sans-abri. Absolument. Récemment, on a vu par exemple une personne sans-abri qui cherchait un fauteuil roulant pour un de ses copains sans-abri qui s'était fait piquer son fauteuil et qui pouvait plus se déplacer, quoi. Donc, il était dans une situation d'aider son pote qui est à la rue. Il utilisait Entourage pour faire ça.
Nos premiers utilisateurs aujourd'hui sont des sans-abri. Et du coup, est-ce qu'il y a une problématique liée à avoir un téléphone et Internet pour ton développement? Alors oui, quand on a démarré Entourage, il y avait à peu près, on estimait 30% des personnes SDF en situation de rue qui avaient un smartphone. On estime qu'ils sont plutôt 50% aujourd'hui. Donc ça va, de toute façon, avec le temps, ça va progressivement... Disons qu'aujourd'hui, si on sait où l'acheter, un smartphone, ça coûte 30 € et je peux trouver du Wi-Fi gratuit. Et c'est un super outil de survie pour tuer le temps aussi. Et on vient de développer une version web de l'appli Entourage qui permet en fait aux personnes sans abri qui n'ont pas de smartphone, et souvent ils ont accès à un ordinateur dans les accueils de jour ou dans leur centre, donc ils peuvent accéder au réseau au travers du web. Et comment l'association, elle vit? Les sources de revenus de l'association pour se développer, elles viennent d'où? Elles viennent de vous qui nous écoutez. En fait, vous allez contribuer, c'est-à-dire qu'il y a de quoi faire un don sur entourage.social. Voilà, donc en fait, on vit des dons du grand public et on est soutenu par des belles fondations. Je pense à la fondation Bettencourt-Schuller, qui est notre premier bailleur, qui est une très belle fondation et qui nous a aidé à professionnaliser l'association, à avoir des salariés. Voilà. Et c'est comment du coup de développer une association en mode start-up? Selon toi, développer une association en mode start-up, c'est la gérer comment en fait? Disons qu'on y va vraiment avec les codes de start-up, donc on va vite, on communique beaucoup, on n'a pas peur, d'innover et de changer les choses. Le secteur social est assez traditionnel en fait. L'innovation sociale, elle prend beaucoup de temps. Donc d'une certaine manière, on a un petit peu percuté le secteur quand même. Donc on a un peu secoué. Et d'ailleurs, est-ce que tu vois de l'opposition, ou est-ce que vous avez rencontré de l'opposition à un projet comme ça? Au démarrage, il y en a eu des gens qui ont dit mais ils vont faire n'importe quoi. Ce monsieur connaît rien au domaine des sans-abri, ce qui était vrai. Donc, et en fait, ça a été utile parce que ces peurs ou ces réticences, certaines étaient fondées et elles nous ont permis de quelque part prendre compte les remarques et construire avec ça. Et construire avec les remarques. C'est-à-dire que ces critiques, elles nous ont rendus plus forts. Par exemple, aujourd'hui, on a un travailleur social qui est salarié d'Entourage et qui modère tout ce qui se passe sur le réseau social, qui permet de s'assurer qu'on garantit bien la charte éthique, que les gens ne vont pas trop loin, ils ne se transforment pas en travailleur social, quoi. Donc, et ça, c'est les choses qui, grâce à la critique initiale, on a solidifié quelque part, on a rendu plus robuste notre dispositif, quoi. Donc d'écouter ces critiques, en fait. Et aujourd'hui, tu en as toujours ou alors c'est largement… Non, très franchement, on n'en a plus, certainement, mais assez peu. On a plutôt une forte participation du tissu associatif, très localement, ce n'est pas des gros partenariats, mais les très grandes associations sur le terrain, elles utilisent Entourage. Ou une asso qui collecte des couvertures pour l'hiver, une autre qui organise un petit déjeuner où ils invitent des voisins, une troisième qui recrute des bénévoles. C'était intéressant, c'est un travailleur social d'un foyer d'hébergement qui a utilisé Entourage pour dire nous on a un gars qui est hébergé là, son rêve depuis qu'il est tout petit c'est d'apprendre le piano, est-ce qu'un voisin viendrait lui donner des cours de piano? Et par Entourage, il a trouvé un voisin qui vient lui donner 1 heure de piano gratuitement par semaine. C'est génial, parce qu'on crée du lien, on est dans notre mission. Le travailleur social, qui lui est pas payé pour donner des cours de piano à la personne, il est payé pour lui... quelque part, il a aussi rendu service à cette personne qui côtoie tous les jours. Donc on casse un peu les barrières entre le travail social, le tissu associatif, les voisins et les sans-abri. Ça permet d'avoir une plateforme où les gens se mélangent. Et ça, on le voit vraiment aujourd'hui, alors qu'effectivement, au démarrage, on n'avait pas ce genre de phénomène, quoi. C'est quoi ton rêve, ta vision pour Entourage dans les 5 années qui viennent? À 5 ans, moi je rêve grand forcément. Je me dis que ce qu'on a fait pour les personnes sans abri, en fait il y a plein de solitude. Plein de formes de solitude. Ouais. Mais oui, il y a 6 millions de personnes aujourd'hui en France qui ont moins de 3 conversations par an. 6 millions. Moins de 3 conversations par an. Donc les personnes âgées isolées, les migrants, le handicap isole. Il y a 700 000 jeunes qui sont dans cette situation-là d'isolement social. Donc c'est un fléau national. Faut réaliser ça. Et je me dis que ce qu'on a mis en place avec une plateforme qui mobilise la population pour lutter contre l'isolement des gens de la rue, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas l'adapter dans d'autres secteurs? On a déjà un partenariat avec une belle association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, qui s'occupe des personnes pauvres et âgées à domicile pour tester des choses avec eux. Dans 5 ans, moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir plein de petits entourages un peu dans tous ces domaines, quoi. Et ça serait une grosse application ou des applications spécialisées Ça, j'en sais rien. Ça, il faut trouver des gens un peu créatifs qui vont nous aider à construire ça. J'ai pas le détail mais clairement, on va vers quelque chose qui serait un réseau de solidarité de proximité. Pour gérer la solitude. Une espèce d'ONG 2.0, quoi, qui est du collaboratif. Une plateforme qui permet un engagement citoyen à proximité, un geste simple. J'aimerais bien ça. Dans 5 ans, ce serait bien.
Tu sais, c'est vraiment intéressant. Au Portugal, ils avaient des grosses problématiques de drogue. Ils avaient essayé les techniques américaines qui étaient en gros de condamner la drogue et les drogués du coup, qui créent encore plus d'isolement et donc ça a augmenté le nombre de la consommation de drogue. Une des choses qu'ils ont fait, c'est que là les statistiques du Portugal, elles sont remarquables dans la consommation de drogue dure, qui ont largement diminué. Et une des choses qu'ils ont fait, c'est de connecter les gens entre eux en fait. Et en connectant les personnes entre eux, ils ont vu beaucoup plus de personnes arriver à mieux gérer la drogue. L'isolement étant pour eux un des facteurs qui faisait que la personne a augmenté largement sa consommation en fait. Oui, bien sûr, parce qu'il y a quelque part une sorte de désespérance. Il y a un fort individualisme dans la société contemporaine. Il y a une course à la performance, il y a une injonction d'être utile et d'être performant. Donc celui qui tombe et qui n'arrive pas à ça, il se retrouve très vite rejeté sur le bord de la route. Voilà. Et du coup, quand on recrée du lien, on dit à la personne « mais t'es pas juste une machine utile, performante ». Tu vois, tu es aussi un homme qui a sa valeur, qui a quelque chose à apporter, qui a quelque chose à donner aux autres. Et la beauté du truc, c'est que je ne sais pas qui, entre le voisin avec et sans-abri, sort grandi de cette relation. C'est-à-dire que moi, ils m'ont transformé, les gens, ces personnes. Si j'y vais, c'est pas parce que je suis l'abbé Pierre, je suis pas l'abbé Pierre. Si j'y vais, c'est parce que j'adore ces moments où, avec les personnes sans-abri, on construit l'entourage. Ils ont une capacité à être dans la liberté de parole, ils ont une capacité à dire les choses telles qu'elles sont, à vivre l'instant présent, à être sans masque social, etc. Donc ils m'apportent beaucoup, ils me déstabilisent beaucoup aussi sur mes certitudes, sur mes jugements, sur mes a priori. Donc tu peux partager d'ailleurs une chose. Moi je suis vraiment sorti grandi de ces relations avec eux, et je me dis que la société elle serait peut-être moins individualiste et moins clivée, repliée sur elle-même, si les gens se parlaient, quoi. Tu peux partager une chose que tu as appris des sans-abri qui t'a... Clairement, tu dis, tiens, j'ai appris ça d'eux, en tout cas, où je l'ai renforcé grâce à eux. Ah, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, la capacité d'être présent. Quand on rencontre les gens, on reste dans nos préoccupations. Je continue de penser à ce que j'aurais dû dire dans la réunion de ce matin, ou du projet que j'ai foiré, ou je suis dans le futur. Je suis en train de penser comment je vais préparer mes prochaines vacances, ma prochaine échéance, mon prochain budget, ma prochaine présentation. Et je suis très rarement dans l'instant présent. Quand vous êtes à la rue, le passé, il n'est pas très glorieux parce qu'il est fait d'échecs, il est fait de souffrances, etc. L'avenir, je ne le vois pas parce que tous les jours se répètent. Donc, je suis forcé d'être dans le présent. Quelque part, c'est où je vais manger, où je vais dormir et où je vais me protéger de la pluie. Donc, je suis là. Et en fait, si vous faites l'expérience de vous ramener à l'instant présent, c'est ce que font les gens quand ils prient ou quand ils font de la méditation en pleine conscience ou quand ils arrivent à avoir des moments de grâce où ils se reconnectent avec le présent, ça fait un bien fou parce que tout d'un coup, on se connecte à la réalité, quoi. Et très souvent, l'expérience de rencontre avec les personnes sans-abri, c'est une des choses, hein, c'est qu'ils vous forcent à vous ramener dans votre présent parce que ce qui compte, c'est le maintenant. Et ça fait énormément de bien, par exemple. Une relativisation de plein de petits problèmes. Moi, parfois, j'en peux plus d'entendre les gens se plaindre alors qu'ils n'ont pas de vrais problèmes, quoi. Quand je sors de quelqu'un que je viens de voir à la rue, qui en plus lutte contre un cancer, qui je sais pas quoi, et qui a le sourire, ça me questionne. D'où vient ce sourire? D'où vient cette résilience, quoi? D'où vient cette patate, même ce goût de la vie que j'ai pas quand je peux être avec certains de mes amis pour qui matériellement tout va bien, mais dont la 5e voiture a été rayée sur le parking, quoi, et pour qui c'est un problème. Et comment d'ailleurs, sous ce chemin, on va dire depuis 2005 jusqu'à maintenant, ça a impacté les gens autour de toi? Je ne parle pas donc de sans-abri, je parle de personnes, des amis entrepreneurs qui ont peut-être des postes à responsabilité ou des entreprises. Comment tu les impactes? Est-ce que tu le fais? Est-ce qu'ils prennent des choses de ce que tu as vécu toi? La beauté du truc, c'est que quand j'ai eu cette idée de lancer Entourage et que j'en ai parlé à mon réseau, donc qui est souvent un réseau d'entrepreneurs. Par exemple, j'étais voir le patron d'Octo Technologies, qui est une boîte qui fait du soft, la SS2I. Je lui ai dit, voilà, je vais faire Entourage, c'est une asso. Ah bon, c'est quoi ton modèle de business? Bah, j'en ai pas, je vais surtout dépenser de l'argent. Mais je lui ai dit, par contre, c'est toi qui vas me développer l'appli, quoi. Il m'a dit, bah ok. Donc si tu arrives, tu viens, tu parles aux ingénieurs d'Octo, et si ça leur plaît, en mécénat de compétences, ils vont venir t'aider à faire des développements. Voilà. J'en ai parlé à un autre chef d'entreprise qui fait de la gestion RH, marketing et finance à temps partagé pour des startups. Il m'a dit, bah, écoute, moi mon équipe sans problème, pro bono, on va faire ta gestion financière, RH, etc. Voilà, donc il y a eu ou TBWA, qui est une belle agence de com, qui, avec ses meilleurs créatifs, vient nous faire des campagnes de communication pro bono, complètement gratuitement. Et donc il y a eu une espèce de
voilà, d'aide, de gens qui se sont dit « Jean-Marc, t'es tout seul, on va venir t'aider ». Et ils ne me demandent même pas de reçus fiscaux, ils pourraient être quelque part, c'est vraiment parce que les gens ont besoin de donner, les gens ont besoin de dire, mais moi, il y a des gars qui venaient coder, qui faisaient du code pour développer l'appli mobile, qui disent, mais c'est génial, j'ai l'impression de donner du sens à mon code. C'est top comme phrase. Peut-être qu'ils développaient des applis mobiles pour les banques ou pour je sais pas quoi toute l'année, et tout d'un coup, ils voyaient que son talent, il allait pouvoir le mettre au service d'un truc, qui est plus et grand c'est de que lui. l'oxygène. Une créa de TBWA qui disait, mais tu comprends, nous on va faire une campagne pour sensibiliser sur les sans-abri, c'est de l'oxygène. Si elle passe sa vie à vendre du crédit revolving ou je sais pas quoi, enfin à un moment donné, elle met son cerveau pour une cause qui a beaucoup de sens. Donc, et les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de donner d'eux-mêmes, de donner gratuitement, de donner de leur talent, de participer, quoi. Et une question qui, du coup, là, que j'ai envie de te poser, t'as vraiment fait un virage, comme tu disais, de manière de voir le monde. Les amis que tu as autour de toi, du coup, j'imagine qu'ils te posent des questions ou que tu as parlé avec eux, et qui, eux, par exemple, étaient comme toi, ou le sont toujours, dans cette forme de faire, avoir. Ça leur fait quoi à eux de te voir comme ça, en fait? Est-ce que ça les remet en question eux aussi? C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, il y a vraiment eu deux grands bouleversements qui étaient ma conversion en 2008 et deux, le lancement d'Entourage, donc un virage professionnel, enfin, qui est de passer à l'associatif. Je pense que le premier virage a plus questionné mes amis. C'est-à-dire qu'ils ont vu revenir quelqu'un qui était différent. Et je dois avouer que j'ai vu une recomposition de mes amis suite à ça, d'une certaine manière. Donc certains peuvent être gênés par ces questions fondamentales du sens de la vie, de la vie après la mort. Des questions existentielles. Ouais, des questions existentielles. Ça fait peur à un grand nombre de personnes. Par contre, aujourd'hui, mes amis, je pense qu'ils voient d'un très bon œil certaines aides ou certains contribuent en faisant des dons. Voilà. Je pense qu'au début, ils m'ont pris pour un dingue. En disant tu vas faire un réseau social pour sans-abri, enfin, ils n'ont pas de smartphone, ça n'a jamais marché, machin. Donc certains ont dû me prendre pour un fou, mais maintenant ils voient que ça fonctionne et j'ai plutôt vraiment un soutien chaleureux de leur part, quoi. Est-ce que tu penses que c'est possible d'imaginer une autre source de revenus pour l'association autre que des dons? On est en pleine réflexion de ça parce que pour pérenniser, j'aimerais bien trouver un vrai modèle économique qui permettrait de soutenir un peu les actions. On a des tas d'idées. Je ne vais pas en parler là parce que c'est au stade d'idées, on ne les a pas éprouvées, mais c'est vraiment une réflexion pour passer à l'échelle et il y a certainement des choses à faire, certainement. Mais là aujourd'hui, une personne qui nous écoute, qui est touchée par ton message, elle peut aller sur votre site et est-ce qu'elle peut faire un don par exemple mensuel et avoir une déduction d'impôt? Absolument, donc on peut aller donner sur le site entourage.social, avoir des réductions d'impôt pour un don ponctuel ou un don récurrent. On peut s'engager tout simplement à télécharger l'appli et à rejoindre le réseau. Donc là, c'est une aide plus par une aide personnelle. On peut s'engager plus en devenant ambassadeur d'Entourage. Donc là, c'est vraiment les ambassadeurs, ils vont créer des animations terrain, on va les former, donc ils vont faire partie d'une promo d'ambassadeurs. Donc on va les embarquer pendant 1 an, les former à nos techniques. Et derrière, on va faire des animations terrain pour embarquer les gens du quartier. Par exemple, on a ouvert des centres un des centres d'Emmaüs avec qui on avait construit ça ici à Paris, pendant les matchs de la Coupe du Monde de foot, où on invite les voisins dans le centre d'hébergement à regarder des matchs de foot. Nous, on vient servir du coca, des chips, le moment il est hyper festif. Tout le monde repart en disant « mais en fait, c'est super, quoi ». Et les personnes du centre d'hébergement ne sont pas restées entre elles. Nous, on a fait ça en co-construction avec une très belle association très reconnue du secteur. Voilà. Donc pour ça, on a besoin d'animateurs sur le terrain qui vont parler d'entourage aux associations, monter ce type d'événements. Et donc ça, c'est un engagement type ambassadeur. C'est top. En tout cas, je souhaite qu'il y ait des personnes qui nous écoutent, qui aient envie de s'investir pour ton projet. Moi, ça m'a touché, en tout cas, de t'écouter raconter tout ça. Super. En tout cas, un grand merci, parce que pour moi, c'est une belle opportunité aussi d'avoir une audience sur laquelle présenter Entourage. Donc potentiellement, et en plus, j'ai une audience qui est vraiment sensible à tout ça. Donc, avoir des gens qui vont rejoindre. On a vraiment besoin de densifier le réseau sur Paris 92, sur Lyon, sur Grenoble, sur Rennes, sur Lille. Donc, qui sont les lieux où on est vraiment présent. Donc, si vous êtes dans un de ces lieux-là, il faut faire connaître, télécharger, rejoindre, donner si vous pouvez, mais voilà. Partager la vidéo déjà aussi, c'est un moyen Partager la vidéo, exactement. J'ai d'autres questions par rapport aux entrepreneurs. J'ai plein d'entrepreneurs qui m'écoutent, qui sont clairement dans une démarche de performance, de réussite. En tout cas, là où ils en sont dans leur tête, ça leur va bien.
Quel conseil t'aurais à leur partager, ou si tu avais un conseil, hein, sur comment peut-être continuer leur voie, mais y mettre plus de sens et être plus heureux? Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui, quand je discute, ils vont me dire « moi, ça me va bien », mais si je creuse vraiment dans le fond, il y a une pointe de « bon, peut-être qu'il manque quand même quelque chose ». Est-ce que tu aurais un truc à partager En fait, une des caractéristiques des entrepreneurs, c'est que c'est Gilles Babinet qui dit ça, qui est un sérieux entrepreneur, qui dit « il faut y croire et y croire ». Donc ce sont des gens qui sont hyper à fond, ils sont seuls contre tous parce qu'il faut convaincre les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les banques, recruter, les équipes, les machins, etc. Donc ces personnalités qui ont une sacrée charpente pour pouvoir faire ça. Le problème, c'est que très souvent, ils identifient leur projet entrepreneurial et la réussite de ce projet avec leur vie et avec une réussite de leur vie. Donc en fait, si le projet réussit, alors si le projet échoue, c'est pas un problème, c'est pas très grave, on reprend autre chose. Mais si le projet réussit, se pose la question de dire ouais, mais j'ai réussi mon projet, mais est-ce que j'ai réussi ma vie quelque part? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je suis satisfait de ce que j'ai fait? Et cette identification-là, elle n'est pas très saine parce qu'il y a plein d'autres composantes dans la vie. Au-delà de sa famille, il peut y avoir et de la relation sociale, il y a une composante de vie intérieure, de qui je suis vraiment. Et du coup, ouais, le conseil, c'est quand même d'avoir ce détachement suffisant, de ne pas négliger la quête de sens profonde, donc de ne pas négliger le travail de vie intérieure, le travail spirituel. Je veux dire, l'être humain, c'est pas qu'un animal. Il a aussi, on a dit qu'il était un animal social, mais c'est aussi un animal qui a soif de transcendance, donc qui a une spiritualité. Si on tue ça, on peut pas être satisfait. Quelque part, on ampute l'homme d'une partie de lui-même. Et l'entrepreneur qui est dans l'activisme et qui est dans la quête de la réussite à tout prix, il a tendance à négliger cette partie vie intérieure et vie spirituelle. Et on peut pas trouver le bonheur sans ça. Donc quelque part, il y a un travail à faire. Il faut donner de la place à cette partie-là. Il faut donner de la place à ça, évidemment. Moi, je commence toutes mes journées par une demi-heure uniquement consacrée à ma vie spirituelle. En l'occurrence, je suis chrétien, donc toutes mes journées, je démarre par une messe. Ça dure une demi-heure. Mais ça me centre, ça me solidifie derrière, parce que je sais sur quoi mon action est ancrée. Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis « ah non, je vais pas la faire aujourd'hui, je ferai autre chose, je ferai demain ». C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt « merde, j'ai encore mon agenda qui s'est rempli et je trouve pas de temps ». Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et si jamais je le fais pas pendant plusieurs jours, je me rends compte que ça va pas, que je vais m'énerver plus vite, que je vais être plutôt dans la réaction. Enfin, donc, tu le fais à quelle heure le matin? Là, ce matin, c'était à 7h30, mais ça dépend où je suis. Et encore une fois, je ne veux pas faire de prosélytisme, donc que chacun se mette en chemin déjà de sa spiritualité et de ses questions existentielles. Il ne faut pas abandonner cette quête. Et quand il le trouve, de cultiver ça. C'est-à-dire que sinon, on peut réussir son business et rater sa vie. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'avais pris. Je m'en suis rendu compte que quelque part, j'avais une vie très égoïste, très sèche, spirituellement complètement sèche. Quelque part, j'étais mort intérieurement et vivant extérieurement, quoi. Et ça va pas. C'est un déséquilibre chez l'homme. Il faut vraiment éviter de se retrouver dans ce genre de corner, quoi. J'imagine un entrepreneur qui est très réceptif à ce que tu es en train de raconter, ça le touche, ça lui parle, et qui en même temps, ça pourrait lui faire peur de se dire « mais attends, moi j'ai un business, là je suis en train d'avancer, je suis pas prêt à faire un virage à ce point entre guillemets d'arrêter, vendre mon business pour aller m'investir dans une grande partie associative ». Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui est dans ce conflit intérieur là en t'écoutant? C'est pas ce que je conseille, hein. Je dis pas quitter votre job ou quitter votre projet pour. Moi j'ai eu la chance de pouvoir aligner les deux, c'est très bien. Dans la démarche que j'ai eue après ma conversion, j'ai pas créé Entourage. Après ma conversion, je suis reparti travailler dans une start-up en étant au clair sur ce que je voulais faire avec mon métier. Et là, j'ai rencontré des hommes qui m'ont fait créer Entourage. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que... Je sais que tu l'as pas dit, hein, mais j'anticipe ce qu'ils peuvent se dire eux. Non. Attends, il y a besoin d'entreprises. Il y a besoin de gens qui vont faire des finances, du marketing, il y a besoin de collaborateurs, besoin d'entrepreneurs. Donc si tout le monde quitte ça pour aller faire du social, on a un problème. Hein. Et heureusement qu'on peut, à mon avis, s'accomplir professionnellement là où on est, dans son job. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'aller dans une association sociale pour avoir une vie en plénitude. Ce que je dis simplement, c'est que pour être bien et aligné avec qui on est, il ne faut pas négliger le côté vie intérieure, le côté vie spirituelle et le sens de ce qu'on fait. Or, souvent l'entrepreneur, il a tendance, parce qu'il est à fond, à laisser tomber cette partie-là et à un moment donné, ça le rattrape. Et en fait, il vaut mieux être proactif. Et en réalité, je pense qu'il sera plus performant d'ailleurs dans ce qu'il fait d'une certaine manière, si c'est mieux équilibré, quoi. Le problème, c'est que ce n'est pas un message qu'on entend. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni dans nos études,
ni par nos parents, ni dans l'évolution professionnelle. Il n'y a rien jamais qui nous pousse vers plus de vie intérieure. Ni dans l'univers startup d'ailleurs. Non, voilà, il n'y a rien. Et éventuellement maintenant, on commence à voir en Californie des gens qui disent faites de la méditation en pleine conscience, mais c'est plus vu comme étant tu vas entraîner ton cerveau comme un muscle et tu vas être plus performant. Donc c'est presque une déviation. Ouais, c'est déjà une étape. Ouais, c'est déjà une étape. C'est comme le yoga, il y a ce yoga qui prend la place. Mais je le fais pour prendre soin de moi. Alors que la vraie transcendance de l'homme, c'est quand l'homme est capable de se donner aux autres. C'est pas quand il s'améliore lui-même pour lui-même. Donc c'est le contraire de l'égoïsme quelque part. Ce qui rend heureux vraiment, c'est de donner. C'est de se donner. Et cette vie intérieure, à un moment donné, elle aboutit à cette compréhension que je suis là pour les autres. Je suis là pour être mangé par les autres, quoi. Je suis là pour être disponible aux autres. Je suis là pour aider. Trouver du temps et de l'énergie pour faire ça, il n'y a rien qui nous y incite. Et ça ne rend pas heureux si on ne le fait pas. Donc faut vraiment trouver le moyen, le ressort intérieur pour, quelque part, se forcer à cette quête un peu plus profonde. Sinon, le jour de sa mort, on dit « mais j'ai fait quoi de ma vie ?» quoi. Non, c'est clair. Tu as des enfants qui ont quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont entre 27 et 19 ans. J'ai 4 enfants. Comment ça les a impactés de ce changement chez toi? Je pense qu'ils sont très fiers de ce que je fais aujourd'hui avec Entourage. Qu'est-ce que tu leur souhaites à eux en fait? De trouver cette voie-là intérieure, voilà, de pas faire l'erreur que j'ai faite quelque part en me focalisant sur ma propre réussite, ma propre performance, mes propres facultés intellectuelles, mon propre réseau, etc. D'être uniquement centré sur toi en fait. Ouais, de pas démarrer trop égoïste quoi. Et de véritablement travailler cette spiritualité, cette transcendance, qui seule à mon sens peut vraiment amener une vraie joie, une vraie plénitude, une vraie paix intérieure quoi. Et je voudrais juste te dire qu'on a tous droit à ça. Je pense qu'on a tous droit à trouver qui on est, à trouver le sens de notre action, à être en paix intérieurement, à être en joie. Donc de ne pas se laisser embarquer par le faux fuyant qu'on nous vend à la télé, quoi. Il y a vraiment... C'est un droit quelque part. Voilà. C'est même un devoir en fait. C'est top en tout cas. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu souhaiterais partager, dire aux personnes qui nous écoutent? De rejoindre l'entourage, ça à fond. On a besoin d'aide, quoi. Donc, Et t'imagines que ça puisse être un truc européen plus tard? J'aimerais bien, ouais. Cool en tout cas. On part à Boston là en juin pour commencer à parler d'entourage, voir s'il y a des choses qui pourraient se créer là-bas. J'ai fait une interview à l'époque à San Francisco d'une association qui récupère des bâtiments. C'est des bâtiments qui ont été construits, qui sont pour l'instant abandonnés, qui vont bientôt être réparés, récupérés, mais des fois pendant 1 an et demi ils sont comme ça abandonnés. Et c'est une association qui les récupère pendant ce temps-là, permet à des sans-abri d'avoir un espace. Et ça m'a beaucoup touché d'aller là-bas parce qu'en fait, en gros, toute l'idée, c'est de donner de la place à des sans-abri qui vont pouvoir peindre sur les murs, dessiner, créer et faire d'autres choses pour des sans-abri. Donc il y a peut-être une synergie à trouver. Ouais, il y a beaucoup d'opportunités de ce type-là sur des friches industrielles ou des endroits qui, en attendant d'être qualifiés, sont disponibles 3 ans. Ça existe déjà. Il y a un centre que j'ai visité récemment où il a été mis à disposition pendant 3 ans. Il y a une asso, c'est les jeunes Toulousains qui ont fait ça, qui sont des architectes et qui ont pensé un moyen avec du plywood, là, avec du contreplaqué. Assez rapidement, créer un habitat avec des cloisons, des salles de bain, des lieux pour dormir, etc. dans ces endroits-là. Donc quelque chose de démontable, de temporaire. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire là. Ça vaut pas quelque part un vrai travail sur un logement durable. C'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai besoin quelque part de... Ce qui m'avait parlé dans l'association, au-delà de la partie mur, c'est ce qui me fait écho avec ton association, c'est cette dimension, il les connectait entre eux, il leur faisait exprimer leurs talents, il les faisait peindre. C'était plus cette dimension-là qui m'avait intéressé et ce que j'avais interviewé donc à la base une personne qui avait fondé ça et en fait au final l'interview je l'ai faite avec une personne qui à la base est un sans-abri et qui du coup a été accueilli par eux à la base et en fait a trouvé un énorme sens pour lui-même dans l'association et en fait a pris une énorme place de leadership à l'intérieur et organise clairement le centre et a arrêté la drogue, s'est réinséré, permet à plein de c'est une belle initiative, hein. Ouais, c'est une belle initiative. Et à San Francisco, c'est fou le nombre de sans-abri. J'ai jamais vu ça. Je pensais même pas que c'était possible dans un endroit du monde comme les États-Unis. Avec un énorme problème de drogue, hein, en plus. Cool, merci à toi en tout cas, ça m'a beaucoup impacté. Merci à toi également, et puis à toute l'équipe ici qui a contribué.
J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.